Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomate Mozza. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré des épisodes de ce podcast. J'ai toujours dit que je le faisais un peu en mode dilettante, c'est vrai, c'est-à-dire que je ne me mettais pas de contraintes, de temps, de périodicité, et je ne faisais des épisodes que quand je rencontrais des Français d'origine italienne, où vraiment là ça valait le coup. Et c'est le cas avec mon invité du jour. Il s'appelle Jean-Raphaël. Bonjour Jean-Raphaël, ça va ? Salut à toi. Oui. Ça va, t'es bien installé ? Très bien, j'ai eu du mal à venir, mais c'est grand. T'as eu du mal à venir, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on on enregistre dans un contexte où c'est un peu compliqué. Jour de grève, pénurie d'essence, voilà. Bon. 3 € le litre. 3 € le litre. Ouais, et on espère que ça va bientôt se terminer. Alors Jean-Raphaël, on s'est contacté comment ? Par LinkedIn, je crois. Exact. Et tu portes un projet dont on va parler assez longuement plus tard, qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis même étonné que personne n'ait mené un projet de ce type jusqu'à présent, mais justement, je fais un peu de teasing. Mais avant ça, c'est la tradition dans Tomate Mozza. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quel moment tu es arrivé en France, toi, ta famille, de quelle région et dans quelle région française ? Alors, mon père est arrivé en 55, donc il s'appelle Sessa. C'est assez courant dans la province de Naples, c'est-à-dire la région Campanie. Pour ceux qui ne situent pas, donc Naples étant le chef de région de la Campanie. Ensuite, il y a une grande ville qui s'appelle Salerne, qui est en bout de côte amalfitaine. Pour ceux qui ont vécu et qui se sont promenés sur la côte amalfitaine avec Sorrente, avec Capri. Donc quand on arrive, qu'on descend des falaises et qu'on arrive sur la plaine, c'est la grande ville, un grand port, Salerne. Et donc mes parents sont d'un petit village accroché à une montagne qui s'appelle Calvanico. Donc ils sont partis mon père d'abord en 54, comme souvent. Souvent ça, hein. D'abord le papa. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu m'as devancé. Ouais. Donc mon père est arrivé, en fait il devait partir en Australie. Mais j'ai cru comprendre par la suite, parce que j'ai su plus tard qu'il avait la phobie de l'eau, et donc il était hors de question pour lui de partir en bateau. Il y a pas mal de flotte entre ici et l'Australie. Et donc il a peut-être pas raté le bateau, il a peut-être, je pense qu'il n'a pas dû le prendre, et il s'est retrouvé dans un train direction la France. Alors juste, peut-être, pourquoi l'Australie ? Tu le sais ça ? Non. Il t'a expliqué un peu ? Peut-être parce que c'était un pays qui était très loin. Et donc, partir à l'autre bout du monde, c'était le cas de le dire à l'époque. Ouais, quitte à partir, autant aller très très loin. L'Amérique ou l'Australie. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. D'ailleurs, l'histoire a fait que je suis moi aussi, je suis parti immigrer en Australie. Ah ouais, d'accord. Et j'étais un clandestin, je reconnais maintenant. C'est-à-dire que j'avais un visa touristique et puis j'y suis resté. Ok, attends, tu vas nous raconter un peu après ça. Parce que c'est intéressant de reproduire un peu le schéma. Il n'a pas fait, je l'ai fait. Voilà. Donc il finit par prendre le train. Et donc il se retrouve en Corrèze. Donc tu vois, c'est beaucoup d'Italiens sont arrivés en région parisienne ou dans l'Est, dans les mines. Mais mon père, lui, s'est retrouvé en Corrèze parce qu'il y avait déjà, je crois que c'était un voisin qui avait de la famille, puis mon oncle avec ma tante. Et donc mon père est arrivé, il a suivi, et c'est facile, quand il y a quelqu'un, il l'aide, et c'est comme ça que ça marche. Il est arrivé dans ce petit village, donc Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze. Et, ça a l'air hyper sympa quand on dit comme ça. Oui, parce que c'était vendredi, Beaulieu-sur-Dordogne a reçu le prix du plus beau village de France. Le label, d'un des plus beaux villages de France. C'est inscrit dans le nom, tu dis Beaulieu-sur-Dordogne, tu dis ah ouais, tu sens avec qu'il va y avoir des petites maisons sympas. Tu vois un petit peu les villages, tu vois un peu le niveau avec Rocamadour. Donc il s'est retrouvé là. Et donc en 56, donc c'est mon âge, enfin mon année de naissance, je suis arrivé dans ce petit village, il y avait je pense moins de 1000 habitants. Donc un an plus tard, donc ta maman il s'est marié en décembre 55 et en septembre 56 je suis arrivé. Okay. Alors je suis jumeau avec ma sœur. Et effectivement, c'était pas simple. Donc on avait quelques familles d'Italiens, je crois qu'il y avait 5 ou 6 familles. Dont plusieurs du même village. Et on a grandi ensemble. C'est-à-dire que le dimanche, toutes ces familles se retrouvaient chez mon père, chez mes parents. Et ce qui fait qu'on a grandi ensemble. Il y en a qui sont repartis en Italie, il y en a qui sont repartis en Italie, et d'autres qui sont restés. Puis,
Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ton père comme métier en arrivant en Alors, France? voilà, il y a beaucoup d'Italiens qui sont maçons, on dit maçon, mais non, mon père, il était ouvrier agricole. Donc, en fait, D'accord, il a beaucoup passé sa d'ouvriers vie... agricoles dans les immigrés italiens aussi. Hein. Ouais, mais dans le peut-être sud-ouest. Ouais, Dans donc le- plutôt dans le ouais, sud-ouest, ouais, c'est ça. dans les années 20, 30. Ouais. C'est ça, il était ouvrier agricole, donc jardinier. Et ma mère est arrivée donc en 56 et elle était, alors il était dans une grosse maison bourgeoise, une espèce de petit château. Et ma mère est arrivée, elle a fait la cuisine et elle faisait le ménage, donc comme font les immigrés. Et à l'école, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, j'étais spaghetti ou macaroni suivant ce qu'il y avait en face. Et donc on s'est retrouvés des fois avec des bandes, c'est-à-dire qu'une bande de Rital face à une bande de Français. Aujourd'hui, c'est nos meilleurs copains, tu vois. Et à l'époque... Parce que déjà, même dans ce petit village, t'avais... c'est quoi, c'est un village... T'étais peut-être dans un collège, un lycée qui regroupait plusieurs villages, c'est ça? Puis t'avais plusieurs communautés d'Italiens. C'est ça. Il y avait plusieurs petits villages, mais non, la communauté, les Italiens, ils étaient juste de ce village-là. Parce qu'après, c'était des lieux-dits, tu vois, c'était des fermes. Donc, il n'y avait pas d'Italiens. Et ton papa, qu'est-ce qu'il faisait en Italie? Alors, mon père... Tiens, c'est une bonne question. Je crois que... il travaille... Enfin, les jeunes, à l'époque, très tôt, en sortant de l'école, quand ils y allaient, ils travaillaient dans les montagnes. Donc, ils aidaient... ils allaient faire des fagots de bois qui servaient à fabriquer le charbon de bois. Ok. Donc, il était déjà proche de la nature. Il était déjà dans une occupation qui voilà, dans la verdure, on va dire. Et alors, il faut savoir, peut-être que ça se passait aussi comme ça dans le village de tes parents, mais toutes les familles avaient des surnoms. Et donc moi, mon père s'appelait Raphaël Cessa, mais les Cessa, on les appelait les lèpres, parce que les lièvres, parce qu'en fait, mon arrière-grand-père, il était garde dans une propriété, et donc le jour de l'ouverture de la chasse, il traversait le village avec les oreilles du lièvre qui dépassaient, tu sais, derrière. Ouais. Et donc, il savait que... Et donc, on l'appelait Raphaël le lièvre, parce que c'était toujours le premier à avoir tiré le premier lièvre. Ouais, c'est rigolo. Et du côté de ma mère, c'était Stecchione, c'est l'épi de maïs, parce qu'il était très grand. Et donc, c'était l'épi de maïs. Donc, les gens là-bas se connaissent par leur surnom. Tu me fais dire que... je sais pas, quel était le surnom de... Ah bah, si tu demandes, tu verras, il y en a. Ok, je demanderai. S'ils le savent eux-mêmes. Si, sûrement, mais ils ont oublié. Ok, ouais, c'est possible. Et donc, tu grandis un peu comme en Italie, ou il y a quand même cette volonté de... Alors, j'étais un peu à l'écart, en fait, France, parce que mon père était en jardinier dans cette grande demeure, il y avait un immense parc, et donc, en fait, je sortais pas dans la rue. Je jouais dehors, il y avait des arbres fruitiers, on allait cueillir les... Donc, mes copains venaient, mais je sortais très peu. Donc, en fait, j'étais moins en contact avec les bandes que mes amis qui étaient comment dirais-je, qui vivaient dans les ruelles, des petites ruelles. Oui, puis comme tu peux vivre ton enfance dans les villages où tu es tout le temps dehors, en fait. Tout le temps dehors, et ben moi non. J'étais dehors, mais chez moi, en fait. Mais c'était une volonté de tes parents? Ils voulaient pas que tu te mêles parce que j'allais... alors oui, parce que la seule fois où je l'ai fait, ou les quelques fois où je l'ai fait, les résultats scolaires ont tant et si bien qu'on m'a mis avec justement cette famille de bourgeois qui venaient de Paris d'ailleurs. Il y avait une grosse maison tailleur. Tu rentrais à poil, tu sortais habillé, chapeau, chaussures et tout. À l'époque, c'était énorme. C'était énorme. Et donc, ils avaient décidé de me mettre chez des curés. Enfin, c'était même pas des curés, c'était des demi-moines, on va dire, des frères. Des demi-moines. Ouais, des demi-moines, ça me vient de sortir, mais c'était des frères. Donc, je pense que c'était religieux en tout cas, basque. Et à la maison, ça parlait italien? Alors, ouais, quand on en parle avec le cercle nord de Vinci, donc on en reparlera tout à l'heure du cercle, mais quand on en parle, chaque fois on me dit oui, mais nous à la maison on ne parlait pas italien, c'était interdit. Et je dis, moi c'est curieux parce que en fait, moi j'ai toujours entendu parler, même pas italien, puisque moi il parlait le dialecte, il parlait le napolitain, et encore un napolitain en plus qui est un petit peu différent suivant les petits villages où ça se trouvait. Ok. Et ouais, bon après, tu as des témoignages comme ça qui disaient que c'était vraiment interdit. Interdit. Non, moi j'ai pas connu, j'ai connu que ça. Arrivé ici à Paris, on me dit non, mais nous on parlait pas. Je dis comment ça, comment tu faisais? On parlait français. Ah d'accord, mais moi mes parents parlaient pas le français. Du coup, alors mon père s'y est mis très vite. Mon père parlait et écrivait le français. Il a appris tout seul.
Alors que moi, l'italien, moi je ne connaissais que le napolitain. Du coup, par la suite, donc vers 18 ans, même avant 18 ans d'ailleurs, j'ai voulu quitter ce petit village qui était perdu dans les montagnes. À l'autre bout du monde, on était complètement... c'est à côté de Brive, pour ceux qui ne voient pas trop. Et je me suis engagé dans la marine. Parce que j'ai dit, il faut que je vois un petit peu... et donc du coup, pour le coup, là, du coup, j'ai voyagé effectivement. Donc, à l'époque, j'étais rentré sur un bateau qui n'existe plus, les 2 bateaux qui n'existent plus, puisqu'il y avait le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc qui était le navire école et qui partait dans le monde entier chaque année. Il partait 6 mois, tu vois. Donc, je suis allé un peu partout dans le monde et je me suis toujours rapproché des communautés italiennes, puisque j'avais des facilités, je parlais le napolitain, et donc j'avais toujours de l'aide. C'est cette espèce d'entraide communautaire. Et ça t'a pas pénalisé de pas parler français à la maison? Ça t'a pas pénalisé à l'école, dans ton apprentissage? Un peu, oui, parce que forcément, je n'avais pas d'aide. Tu te débrouilles tout seul, et donc c'est un peu plus compliqué. Ça l'est moins pour mes filles aujourd'hui, mais moi non. Effectivement, c'était je parlais français correctement, je le parle encore. Oui, je te confirme. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je n'avais pas d'aide. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup gênés, que ce soit ma sœur jumelle ou mon frère. J'ai eu une petite sœur qui est arrivée 10 ans plus tard, mon petit frère. Et elle, il y avait l'aide. D'ailleurs, à l'époque, c'est à l'époque où je suis parti, moi. Donc, en fait, c'est pas moi qui l'ai beaucoup aidé. Mais ça parlait déjà un peu plus français à la maison, j'imagine. Ça parlait français à la maison. Parce que mes parents ont appris à parler français. Et forcément, avec les gens qui les employaient, ils parlaient français. Donc, ils étaient obligés de parler français. Et donc, pour revenir un peu à la question initiale, vous viviez encore dans les traditions italiennes? Les traditions, totalement traditions italiennes. Ah ouais, tout. Spirituelles aussi. La messe le dimanche, je peux te dire qu'on ne courait pas beaucoup pour y aller. Non, forcément. La messe, mais il fallait y aller quand même. Fallait y aller. Mais par contre, j'ai les communions, tu vois, les rameaux, tu vois, un truc qui a complètement disparu. Mais à l'époque, je me souviens des rameaux. Tu vois. Ça se fait encore en Italie. Ici, je n'ai jamais vu. Tu portais des branches de buis, de machin, avec des petits trucs accrochés. Que tu faisais bénir. Ouais, bien sûr. Donc la tradition, alors culinaire, ça par contre, les employeurs de mes parents adoraient. Donc Marie, parce qu'elle s'appelle Maria, est-ce que vous pouvez nous faire des pâtes, vous savez voilà. Donc en fait, elle leur a appris la culture. D'ailleurs, un de ses enfants, des petits-enfants, est aujourd'hui le recteur de la faculté de droit en dehors de Paris. D'accord. Et donc, il se rappelle très bien. Et toujours un fan de cuisine italienne. C'était un gourmand, lui. D'accord. Et donc, tu grandis, tu fais ton armée dans la marine. Donc, je suis parti dans la marine et j'ai rencontré des Italiens aussi. Grande histoire, parce que les bateaux, quand ils font escale, eh bien, on se retrouve entre marins. Et j'ai eu l'occasion de faire une escale à Tarente. Tu vois où c'est. Et mon oncle et ma tante m'avaient dit, viens. Et donc, j'ai pris le train, je crois, et je suis monté avec des amis à Pompéi. C'est la première fois où j'ai visité Pompéi, en fait, avec mon oncle et ma tante, dont le nom est Napoli. C'est la famille Napoli. Ah, le nom de famille de ton oncle et ta tante. Il s'appelle Napoli. On se refait pas. Ouais. Ok, donc, et Jean-Raphaël, aujourd'hui, donc tu as travaillé, toi, dans l'informatique, c'est ça? Voilà, j'ai été... en fait, j'ai eu une quinzaine de métiers, donc on ne va pas s'étendre, mais quand j'étais en Australie, je travaillais à la plonge. Ouais. Dans un super restaurant. Ah oui, c'est vrai, tu nous as pas raconté l'Australie. Raconte-nous un peu, comment tu t'es retrouvé en Australie? J'étais, comment dirais-je, c'était après l'armée, après la marine. Et donc, encore à l'époque, on parlait des nouveaux pays où on pouvait travailler, faire fortune. Et donc, l'idée était de partir dans un pays neuf. Et j'avais le choix entre le Canada et l'Australie. Et l'Australie était plus sexy que le Canada, et donc c'était plus chaud, à mon point de vue. Et donc, j'ai choisi l'Australie. Donc, je travaillais à l'époque dans une compagnie d'assurance. Et donc, pendant les vacances, j'ai envoyé ma lettre de démission, tu vois. Et donc, j'avais tout le mois d'août. Et en sachant qu'il l'ouvrirait que fin août, début septembre. Ouais. Et donc, j'ai pris mes clics et mes claques. Et j'ai vendu ma voiture. Je me suis pris un billet d'avion avec un de mes agents. J'avais une personne que je formais. On est partis tous les deux.
Bon, le hasard a fait qu'il est devenu mon beau-frère et qu'on est parti habiter en Australie et on était clandestin. Ok, clandestin, parce que vous aviez un séjour, un visa tourisme. Ouais. Et donc... Mais c'était facile parce que là-bas, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, mais tu n'avais pas de carte d'identité. D'accord. Donc je me demandais comment les mecs, comment les flics faisaient une enquête. Tu veux dire en Australie, il n'y avait pas de carte d'identité? À l'époque, ouais. Ah ouais, étonnant. Ah ouais. Et donc, c'est quand même étonnant, hein, cette volonté d'aller en Australie. En fait, peut-être parce que mon finir père l'aventure de mon père. Migratoire que ton père. Et elle va plus loin que ça, cette aventure, parce que par la suite, mon frère a une fille et un garçon, et tous les deux ont fait le pèlerinage en Australie. Ils sont partis vivre là-bas. C'est fou, hein. Ah ouais, c'est dingue. Il vous en parlait souvent? Non. Le papa de l'Australie, non? Non, parce que c'était un acte manqué et que sa vie était donc en France. Donc il y a 93 ans, tu vois. Il n'y a pas de regret en particulier? Non, parce que mon père n'a jamais regretté, en fait, quoi que ce soit. Ok. Je vais te faire réagir à quelques idées reçues. Tu sais, c'est un petit je sais. J'aime bien. Je m'attends à quoi aujourd'hui? J'aime bien faire ça. Alors, allez, les Italiens sont les plus grands fans de foot dans le monde. Sûrement. Parce que la ville de Salerne dont je te parle, quand tu regardes, alors je ne sais pas si ça l'est toujours, mais il y a l'année dernière, je pense que j'avais regardé les stades les plus chauds, stades de foot. Et la Salernitane, qui est passée en première division, cette année-là, qui était donc en deuxième division, faisait partie des 10 meilleurs stades les plus chauds du monde. Alors qu'ils étaient en deuxième division. C'était le seul club en deuxième division. Donc pour te dire que... Ouais, c'est vrai. Il y a 1,1 million de licenciés en Italie. C'est moins qu'en France, mais si tu regardes par rapport à la population, c'est pas mal quand même. Ils font partie des... Enfin, en nombre de licenciés, c'est pas forcément les plus grands fans de foot, mais en termes de ferveur et tu vas à Naples, regarde de mauvaise foi, clairement. Ils sont les meilleurs. Mais c'est beau en même temps. Regarde Maradona à Naples. Ouais. Tu as encore les effigies de Maradona. On dit aussi que les Italiens sont indisciplinés. T'es indiscipliné, toi, Jean-Raphaël? Ouais. C'est-à-dire que t'aimes... il y a la loi et l'esprit de la loi, c'est ça? Il y a la façon... regarde, je suis parti de l'armée parce que à la fin, quand ils m'ont rendu mon carnet militaire, n'accepte pas de recevoir d'ordre, tu vois, pour un militaire, t'imagines? Ce qui peut être problématique donc, pour l'armée, ouais. Mais en même temps, je suis indiscipliné, certes, mais... je ne sais pas si je t'ai dit, mais je suis aussi élu de la République, donc il y a un minimum à respecter. Ouais, tu peux nous le rappeler, donc tu es élu. Alors je suis élu, je suis maire adjoint aux nouvelles technologies dans une ville du 94, la Queue-en-Brie pour pas la citer, peut-être qu'il y en a qui vont m'écouter. Non, on espère. Et je suis aussi conseiller du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir. Et donc tu as un devoir d'exemplarité. Et donc oui. Et donc il y a des choses que je ne peux pas faire, ou je ne peux plus faire. Je ne peux plus dire. Et c'est dur pour toi? Non. C'est mon deuxième mandat, donc j'ai l'habitude. Ouais, ok. Les Italiens sont machos. Alors ça, c'est une idée reçue, parce que mon père ne l'était pas. Ouais. Parce que... je me mets un peu à la place des femmes, de dire, les Italiens sont pas machos parce que mon père ne l'était pas. Oui. Je sais pas si ça... Mais moi, je ne le suis pas, valable. Mon frère ne l'est pas, donc les références que j'ai autour de moi, ça ne l'est pas. Tu vois. Et donc, je ne peux pas dire... Alors bien sûr... En Italie, là, ça change. Ah oui. Parce qu'on n'a pas été élevé. Moi, c'était quand dimanche, je suis parti de Brive, donc, parce que mon frère habite à Brive. Quand je vais voir mes parents, j'arrive, ils me prêtent une voiture, je descends chez mes parents dans le Lot, et je reviens. Et donc, à table, c'est ce qu'on disait. On disait, on a la double culture, parce que mon frère, il te fait des pâtés, des foie gras, des confits. Tout le monde veut ses... Ah non, il a construit ses ruches, il fait son miel, et donc... Lui, il est toujours en cuisine. Je ne peux pas dire que c'est un macho. Mais on a la double culture. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec une tomate mozzarella et enchaîner derrière avec des pommes de terre sarladaises au confit, tu vois. Ah ouais, bien sûr. C'est vrai. Tiens, c'est bien que tu parles de cuisine. La cuisine, ouais. Alors, c'est quoi, toi, le plat qui te renvoie directement en Italie? Alors, il y a plusieurs... Alors, ma mère qui fait pasta asciutta. Ouais. Bon, ça, tu connais. Bien sûr. On retrouve. Mais il y a des nouvelles recettes que j'ai apprises
c'est pas très vieux en fait. Tu cuisines toi un peu? Ouais, Ouais, dès que t'aimes c'est bien ça? question de pâtes, c'est moi qui m'y colle. Mm. Même ma femme, elle les fait très bien, hein. Mm. Une recette de chez toi, les oreillettes. Ah bah oui. Alors, elle met pas les têtes de rave, mais elle met des brocolis. Ouais, C'est mortel. tout à fait. C'est mortel. Ça, C'est très bon. c'est quand c'est bien fait. Mm, mm. Non, moi, il y a une recette qui me ramène sur la côte amalfitaine, justement. C'est des linguines. Alors, c'est pas les chaliatelles, comme disait Serena Giuliani un jour, Ouais. parce que ça aussi, ma femme les adore, mais ce sont des linguines avec les coques Mhm. qui remplacent les vongole, citron et menthe. Ah ouais. Et là, tu as ok. une recette d'été. J'ai jamais goûté. Ah non, c'est extraordinaire. T'as une adresse de resto favorite, peut-être à Paris ou à la Queue-en-Brie d'ailleurs? Alors, j'en ai plusieurs, parce qu'en fait, avec mon association, du coup, j'ai dû voir plein de restaurants, et j'en ai donné, il y en a que j'avance par rapport à d'autres, et donc c'est un peu compliqué de donner des noms, Ouais. mais parce que du coup, forcément- t'oses pas en donner. Non. En tout cas, le dernier Allez, vas-y. sur lequel je suis allé, c'est à Ponto Combo, c'est Terra e Gusto, parce que le garçon Francesco, il est de Pompéi, Mhm. et en cuisine, le chef, il est sicilien. Ok. Donc Des c'est chouettes le dernier, cocktails. ouais, c'est le dernier restaurant italien que j'ai fait. Et donc, Voilà. t'as très bien mangé. Donc, mais On y va les yeux fermés. en général, ah oui, là où je vais, c'est très bon. Et ma fille est allée dimanche à, comment ça s'appelle, un petit restaurant, l'Anima, À Paris? à Paris. Oui, ça me dit Tu vois ce quelque qu'il y a, chose. Ça. comment ça a un nom, et du coup, elle m'a dit, il y a 15 couverts, elle m'a dit, c'est sublime. Anima Paris. Je me demande si l'une des invités de Tomate Mozza l'a pas cité. Rue du Cherche-Midi, dans le 6e. Anima. Effectivement. Ok. Il y a beaucoup de restos à Paris, hein, de restos Énormément. italiens. Beaucoup. Si, tu as le chef champion du monde de pizza, là, Pepe Cutrarolo, qui fait ses pizzas. Mm. J'ai essayé d'en faire une, mais c'est... C'est assez dur, hein. Mais surtout, ce qui est Ah, dur avec c'est- les pizzas quand tu les fais chez toi, c'est que t'as pas le four à pizza. Et ça fait beaucoup. Normalement, Ouais. une pizza, ça met 3 minutes à cuire. Exact. Dans ton four à toi. Chez moi, ça enfin, met 10 minutes. Voilà. Et ça change tout. Ah, ça change tout. Jean-Raphaël, on parle un peu beaucoup même de l'un des projets qui ont fait qu'on a fait connaissance, Ouais. toi et moi. Avant de démarrer sur l'initiative, on peut peut-être parler de ton association. Alors, en Le cercle. Ouais. Donc, explique-nous en quelle année tu l'as créé, quel était l'objectif. Alors, en 2018, j'avais été élu, et avec mon voisin qui a participé à la fondation du Cercle, on a décidé on voulait faire un jumelage. Mhm. Il me dit, t'es élu dans ta ville, on va faire un jumelage avec une ville italienne, bien sûr. On a dit, on va Que faire... lui-même est d'origine italienne. Ouais, il est décédé malheureusement pendant le confinement. Mm. Et donc, le jumelage n'a pas marché parce que dans ma ville, il y avait eu déjà des accords. Ils ont fait un jumelage avec le Portugal. Mhm. Ponto Combo, il y a énormément de Portugais, donc elle est très forte. Et moi, je suis arrivé, j'ai fait une alliance avec l'opposition qui était là pour prendre la mairie, mais je n'ai pas eu droit à la parole sur le jumelage. Et donc, on s'est dit, on va faire une association. Du coup est né le Cercle Nord de Vinci. Et là, ça a été en janvier 2018. Le but était donc, comme je disais tout à l'heure, de réunir les Italiens, et je ne voulais pas me limiter à... Parce que j'aurais fait, moi, sinon, les Napolitains, forcément, toute la région. Ouais. Parce qu'on retrouve à Paris les Siciliens, les Calabrais, chacun dans son association. Et j'avais été donc reçu par Radio Aligre. Il y avait une association qui... Il y avait le réalisateur d'une émission qui était des Calabrais, et qui me dit « Non, mais on a essayé de les fédérer, ça ne marche pas. » J'ai dit « Il faut un projet. » Et quand j'ai monté mon projet commun, là, du coup, ça a marché. Et donc, on reçoit... j'avais au début, c'était que des Italiens. Et je me suis rendu compte que nos femmes ou les conjoints, la plupart du temps, étaient français. Ouais. Donc, j'ai dit, ça ne va pas. Mettre figli d'Italie, ça ne le fait pas. Donc, j'ai marqué figli et amici d'Italie. C'est comme ça qu'est né le cercle. Et au cours d'une réunion où on exposait nos projets, moi, j'avais envie de faire grand concert. Mhm. Bon. Donc le projet initial avec le cercle, il allait finalement pas plus loin que juste se réunir, événements, être ensemble et faire des choses ensemble. Et de faire des choses ensemble. Et sur le thème de l'Italie. Sur le thème de l'Italie, exactement. Donc des événements sur le thème de l'Italie. Un des fondateurs a eu l'idée de faire un prix littéraire.
Un autre, je me rappelle encore, c'est Jacques Zeka qui décide, il dit pourquoi on ne ferait pas comme les Portugais qui ont fait un monument. Ah, c'est pas con. Et moi, grand concert. Sauf que pour faire un prix littéraire ou faire des concerts, je veux dire, ça ne demande pas énormément de compétences. Ouais. Un monument, là, on rigole plus. Là, on rigole plus, et ça demande des compétences. Et pendant 3 ans, on n'a pas réussi à démarrer. J'ai quand même rencontré le sculpteur qui aujourd'hui a fait l'œuvre, mais sans compétences. Et lors d'un dîner, j'ai rencontré à ma table, j'avais distribué les places, on a fait des plans de table, et j'avais une personne qui était le président d'un groupe de construction. C'était lors d'un dîner organisé par le cercle, c'est ça, parce que le cercle organise aussi des dîners. On fait plusieurs fois par an, on fait ça s'appelle la Settimana del Gusto, et on fait un dîner sur le thème d'une région d'Italie. 20 régions, 20 dîners, donc, et là c'était sur la Sicile. Et on l'avait fait à Nogent parce que on avait quelques semaines avant, j'avais permis à Bruno Puzzou, le comédien, de faire jouer sa pièce de théâtre, l'Hérital. J'avais été me battre le fer avec le maire de Nogent. Le maire de Nogent. Donc l'Hérital, le bouquin de Cavana, qui se passe à Nogent. Ouais, parce que j'avais dit, l'Hérital, il faut jouer ça à Nogent. C'est Sainte-Anne, c'est la ville. C'est quand même d'ailleurs dingue. Et donc c'est moi qui l'ai fait. Ne soit jamais sorti avant. Mais voilà. Alors donc j'ai appelé Alain Draghi, le président de l'ASPAPI, qui est là-bas. J'ai dit écoute Alain, moi je peux faire ça, l'Hérital, mais comme c'est chez toi, c'est ton territoire, on le fait ensemble. Donc il était super content et on l'a fait et c'était l'émeute. Ouais, j'imagine. Non parce que combien de dates? Non mais j'ai fait qu'une date parce que je voulais pas refaire, je pouvais pas me permettre d'en faire plusieurs. C'était la première fois que je me lançais sur une pièce de théâtre, donc t'imagines, t'as jamais fait. Tu te lances sur un truc qui n'est pas commun et ciblé à Rital, même si c'est à Nogent, c'était pas triste. Et donc c'est comme ça que j'ai connu. T'as fait ça le comble. Ouais, et c'est comme ça que j'ai connu Rocco Femia que tu as. Ouais, c'était mon 2e ou 3e épisode. Voilà, tout à fait. Donc lui c'est le producteur. Et donc c'est comme ça que je l'ai connu et on a fait donc et donc on avait fait donc l'Hérital et donc quelques semaines après on a fait cette soirée gastronomique. On cherche un restaurant où le chef est d'une région et il nous fait tout un menu sur la base de cette région et du vin si la région fait du vin. Donc ça s'appelle la Settimana. Il y a des régions en Italie qui font pas de vin. Ah ouais, je crois qu'il y en a quelques-unes quand même, mais pas beaucoup. Ouais. Et donc je rencontre il s'appelle Jean-Claude Boéry et il me dit moi je te le fais. Alors là, par contre, je te fais la stèle. Et il me dit, moi je m'occupe de tout. Parce que moi je suis incapable, j'ai aucune. Donc moi en fait mon truc, c'est de trouver les gens compétents. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, organiser un concert, bon, tu trouves une salle, des artistes, tu vends des places, tu la remplis. Mais ça, j'ai fait ma première soirée, j'ai fait venir 6 artistes italiens, tu vois. Ouais. D'origine italienne, français, tu vois. Prix littéraire, pareil. Bon, tu as un jury, ça a été, des auteurs. Bon, non, mais je veux dire, c'est dans le domaine du faisable, du réalisable. Ouais. C'est vrai qu'un monument, où tu vas occuper quand même des mètres carrés au sol de manière indéfinie. Premier budget, 620 000 €. Donc déjà, tu te dis, il faut que j'aille trouver 620 000 €. À Nogent, donc, hein, alors, au départ, quand je présentais le projet à la consul d'Italie, à l'époque, c'était Emilia Gatto. Aujourd'hui, elle est ambassadrice au Niger, je crois. Elle me dit, mais on va le faire à Paris. Donc, elle s'est approprié le projet. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, quand tu présentes un truc... Et donc, elle organise un rendez-vous à la mairie de Paris. Sauf que le conseiller commence à me dire, oui, mais il me fait comprendre que sur chaque mètre carré de la place d'Italie, il y a 10 projets. Il faut passer par des commissions, il faut l'avaler. Alors là, c'est un truc... Oui, parce que là, c'est ça, hein, sur le lieu, assez logiquement, la place d'Italie est arrivée comme un emplacement de prédilection. Ah, ça sortait, mais c'était pas faisable. Mais les places sont très très chères, et il y a une liste d'attente. Et puis, il faut être aidé. Et si tu n'as personne pour t'aider, tu fais rien. Alors que quand j'ai préparé l'Hérital à Nogent, le maire de Nogent me dit moi, le monument, je le veux chez moi. Ouais. Là, c'est pas pareil, parce qu'il t'aide. Bien sûr. Il est moteur. Et donc, on l'a fait à Nogent. On l'a fait, tu veux dire, on a réfléchi le projet. On a réfléchi le projet, oui, on a commencé à partir avec lui. Donc, le sculpteur Louis Molinari nous a fait une première proposition. C'était pas tout à fait ce qu'on voulait, on n'était pas accroché dessus, donc il a fait 3 versions. La troisième version, par contre, elle nous a emballé, parce que c'est celle que tu as sous les yeux, tu vois. Yes. Donc, tu as
tu as 3 marches pour accéder sur l'esplanade. Donc les 3 marches, en fait, circulaire. sont les 3 épisodes de la vie du migrant. C'est-à-dire, D'accord. la première marche, c'est le départ du village. La deuxième marche, c'est le voyage. Et la troisième, c'est l'arrivée en terre de France. Et donc, symbolisé par un granit de France, tu vois. Et tu as, il a la forme de la quadrature du cercle. Tu as un carré, tu vois, il y a un rond superposé. Ouais. Donc le carré, c'est la matière, symbolise la matière. Le rond, c'est l'esprit. Et au centre, donc la réunion du corps et de l'esprit, la matière et de l'esprit, en haut, tu as l'homme de Vitruve qui est la perfection. Et c'est comme ça que notre monument... Alors, il y a 4 arbres C'est ça. autour, autour. en acier corten, et sur chaque arbre, il y a à peu près 450 à 500 feuilles. Ça, c'est encore à définir avec le fabricant. Sur chaque feuille, en inox, il y aura le nom d'une famille d'immigrés dont la famille veut marquer l'histoire avec le nom de sa famille. Donatrice, éventuellement. Et ils sont forcément donateurs puisqu'il faut un don pour avoir une feuille. C'est ça. Ok. Donc, je l'ai sous les yeux, c'est très joli. Je vous mettrai évidemment dans le descriptif un lien vers la page du projet. Il existe déjà des monuments de ce type en France Alors, il y a des monuments, il y a des petits monuments, puisque j'ai eu, en touchant les présidents d'associations un peu partout en France, j'en ai trouvé dans le sud-ouest qui avaient fait, un petit monument, mais pour les immigrés de leur région. Et donc, encore aujourd'hui, j'ai une association qui m'a dit, nous, on préfère les petits monuments qui mettent en valeur notre région plutôt qu'un monument national. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Mais tu vois, c'est ce matin. J'ai reçu une association de Lyon. Donc, bon, pas de souci. Une asso de Lyon qui préfère donc mettre en avant la communauté italienne de Lyon. Qui préfère faire la communauté de leur région. Ils viennent du Lazio. Ah, d'accord. Et ils veulent mettre en avant ça. Alors que nous, c'est plutôt... tu vois, ils sont encore fermés. Ouais. Et donc, c'était... Et donc, il n'y a pas vraiment de grand... Monument national, il n'y en a pas. De pèlerinage, entre guillemets. Non. Donc là, ça sera l'intérêt. Alors, national, pourquoi ? Parce qu'on reçoit des dons d'un peu partout en France. On en reçoit de l'étranger. On en a reçu des Pays-Bas, du Canada, du Luxembourg. Donc, des Italiens qui sont partis, même d'Italie. En fait, ils sont repartis en Italie, mais ils veulent que le nom de leurs parents ou de leurs grands-parents reste dans l'histoire. Parce qu'une fois que le monument sera fait, donc il y aura les feuilles sur les arbres, on va sortir un bouquin avec dessus, on va reprendre toutes les personnes qui sont... Et donc, le nom de leurs parents, certains sont très connus. Tu prends la famille Ponticelli, qui a été le premier donateur. Ils sont connus. Qui ne connaît pas le dernier poilu français, tu vois, avec les grandes familles. Mais il y en a qui sont restés dans leur village et qui ne sont pas du tout connus de personne, que de leur famille. Et donc, ils auront une référence sur le site. Oui, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes chiffres, toi et moi. Moi, je parlais de 4 millions de Français d'origine italienne. Toi, tu étais sur 5. Mais les études... Toi, parce que tu viens de plus au sud que moi, c'est pour ça. T'as tendance un peu à gonfler. Toi, t'es encore plus bas, non. Mais d'accord. Donc là, de manière très concrète sur ce projet, donc la collecte a commencé l'année dernière. C'est une collecte nationale. Donc on a commencé par les entreprises. Donc il y a 2 sources. Vous collectez combien ? On arrive aux 400 000 là. Non, mais je veux dire l'objectif de collecte. Alors le budget, c'est 620 000. 620 000 euros. 620 000, en sachant qu'on a des entreprises qui font des dons en nature, c'est-à-dire que, par exemple, là, on commence demain, Jean-Claude Briand d'Italie Express, pour mettre ça en place, le terrassement va commencer, et ça va être fait par une entreprise italienne qu'on ne paiera pas. Okay. Donc, tu vois, ça va être un don qui va être à déduire du montant du général, ce qui fait que le budget va baisser en cash. Ouais. Et donc là, vous avez déjà collecté 400 000 euros. Presque 400 000, ce qui est déjà pas mal. Hein. Dans une pas période très de loin crise, pendant le confinement, c'est ardu. Hein. On n'est pas très loin du bout du tunnel, de l'objectif. Tu me disais aussi que ces dons, comme c'était une collecte nationale par une asso, ils sont déductibles des impôts. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les particuliers, donc c'est 66%, et les entreprises à 60%. Et bien entendu, les entreprises font des gros dons parce que ceux qui font des bénéfices, forcément, sont intéressés par une déduction fiscale. Et tant qu'à faire sur quelque chose qui change de l'équipe de foot du quartier, ou pour une fois, ça concerne leurs racines. Mais il faut, c'est ce que je disais à un chef d'entreprise récemment, l'intérêt, c'est qu'il soit attaché à ses racines. S'il n'est pas sensible, sinon il ne sera pas sensible au projet, donc moi ça ne m'intéresse pas. Il y en a plein comme ça que tu ne le sens pas.
Donc, je ne vais pas aller pleurnicher pour les relancer. Si le Ouais, mec ne bien répond sûr. pas au premier coup, c'est pas la peine. Je ne le relance pas. Et certains sont revenus en arrière, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas intéressés au début, d'un seul coup ils reviennent, ah mais moi je veux bien te faire ça. Et donc le terrassement, tu dis, va commencer, ça veut dire que vous avez déjà l'emplacement Alors l'emplacement, il Ouais. a été offert par la mairie donc, de Nogent, donc c'est devant l'hippopotamus à Nogent, et au pied du viaduc, et ce viaduc a une histoire puisque il a été reconstruit par des familles italiennes qui sont venues pour le reconstruire, et Ah oui. beaucoup sont restés. Et donc une grande partie des donateurs de Nogent viennent sont les descendants de ces migrants-là. Donc il y a une vraie signification. Donc ouais. Et Alors, ce que tu vois là, c'est les murs. Ouais, les pieds, les piliers Ouais. du viaduc. Il est prévu, là dans ton calendrier, Alors, on dans aimerait- l'idéal, quand dans est-ce l'idéal, qu'il ce pourrait serait, être terminé on voudrait le faire au beau jour. cette stèle. Comment? Au beau jour, on aimerait que on aimerait arriver à dépasser les 400 000 là, à la fin de l'année. Et Ouais. si on arrive à récupérer 150 000 en début d'année, ça devrait nous permettre une inauguration printemps, fin du Printemps 2023. Ouais. Ah, donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Avant de continuer à parler de tout ça et de l'association, on va parler un peu de musique. Ouais. Je t'ai demandé de me préparer en amont de cet enregistrement 2 morceaux. Le premier qui est un titre italien qui te renvoie directement à l'Italie de ton enfance. Donc Ouais. alors, C'est un qu'est-ce peu que tu as plus vieux, choisi? mais je l'ai choisi. Ouais. Ouais, ou à l'Italie de tes souvenirs. Ouais. Alors, L'appuntamento. de Ornella Vanoni. Hop là, on le met. Alors, tu n'es pas le premier. Ouais, mais je pouvais pas prendre comme Serena Giuliani qui est passée avant moi. Elle avait les mêmes goûts, donc c'était un peu. Elle a commencé par Le soldat amoureux. Quelle magnifique chanson, c'est vrai. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando. Alors, qu'est-ce que ça te rappelle, ça, cette chanson? Ah, mais je n'ai même pas besoin de me rappeler. Rien que de l'entendre, t'es plus là. Ouais. T'es là. Ah, tu l'écoutes, hein, ça coupe tout, quoi. Ce petit coucher de soleil, le petit vent, un petit verre de martini, là, on est bien, non? Surtout. Et allez, l'autre morceau, c'est ta chanson italienne préférée et un peu inavouable. C'est celle qui sert de sonnerie, pour te Ah, dire, tu vois. c'est ta sonnerie de téléphone. ouais, Donc, c'est quand ma je t'appelle, il y a ça qui sonne. Ça, c'est mon frère et ma sœur, uniquement. Ok. Et dans l'assistance, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sonnerie, Ouais, genre, c'est Raphaël, qu'est-ce que tu particulier, lâches? ouais. Allez, vas-y, on envoie. À Città et Pulecenella. Voilà, la cité de Polichinelle. Alors, je t'avoue que je connaissais pas du tout ce morceau. D'où ça vient? Naples. Mais c'est quoi? C'est une chanson Alors, je connais pas l'origine. populaire de Ouais. Naples, ouais, Ouais, ok. ouais. Tu vois. Et en fait, à Naples, ils aiment beaucoup parler de leur ville. Tu Ouais. remarqueras qu'il y a deux choses, c'est leur mère et c'est la mère, leur mère, la mère et la ville. Pire que les Marseillais, en fait. Et cette chanson parle de tout ça. Ouais. Tu y retournes un peu à Naples? Chaque fois que je vais en Italie, en fait, je prends l'avion qui me pose à Naples, et je prends une voiture à Naples, mais Naples, il faut aller au quartier espagnol. Alors, quartier espagnol à ouais. Naples, ok. Ouais. Mais c'est l'une de mes prochaines destinations, Ah, il faut j'avoue. qu'il y Naples, aille. je connais pas du tout, je suis jamais allé. Quartier espagnol, parce que le ouais. roi d'Espagne, qui a été roi de Naples, avait mis son armée devant la ville. Ouais. Mais c'était pas en ville, et donc à l'époque, et les tentes, tout ça, c'était un peu militaire, donc c'était en carré, tu vois. Mhm. Et au fur et à mesure du temps qui est passé, les tentes sont transformées en baraques en bois, et puis ils ont bâti, et c'est devenu, on l'appelle le quartier espagnol. Donc que des petites ruelles, et c'est là où c'est le mieux, quoi. Des bars, des restaurants, c'est la vie de Naples, c'est là, quoi. Pour moi. Alors, il y a l'une de mes invitées qui y habite, Floriana. Je sais pas si tu la suis. Ouais, j'ai qui entendu. a une grosse communauté sur Twitter qui est très suivie, qui a des idées assez arrêtées sur il la faudra cuisine que italienne et qui tu vit à donnes Naples. ses coordonnées. Ah ouais.
Je vais te donner ses coordonnées. Et d'ailleurs, on s'est dit que voilà, la prochaine fois que je viendrai tu feras une soirée napolitaine. Je viendrai la voir, lui faire un petit coucou. Il y a Serena Junial aussi qui habite à côté, elle t'en a parlé, parce que je l'écoutais, son podcast. Et elle, alors ce qui est fou, c'est que non seulement elle est passée chez toi, mais on parlait des prix littéraires tout à l'heure, c'est qu'elle a reçu le prix littéraire en 2020 du Cercle, parce que le Cercle, chaque année, on a un concours littéraire. Et depuis donc 2 ans, c'est Alberto Toscane qui est le président. Et chaque année, donc c'est la nouvelle, la poésie et le roman en langue française, en langue italienne. Donc ça fait 6 trophées, plus les 2 prix du jury, ça fait 8. Et donc chaque année, on fait la remise. L'année dernière, on a fait ça à l'Assemblée nationale. Cette année, ce sera au Sénat. Donc tu m'as dit que tu serais là. Oui. Et donc tu verras Serena, parce qu'elle m'a dit qu'elle viendrait, qu'elle essaierait de venir de toute façon. Et il se trouve que non seulement elle a gagné le prix du roman, mais en plus ses parents habitent à quelques kilomètres du village de mes parents. On a, quand on ouvre la fenêtre, la même montagne, ce qui est complètement fou. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Et j'avoue que c'était aussi un peu ma mission avec ce podcast. Et ça me fait énormément plaisir de créer aussi des connexions entre immigrés italiens. Je sais que tu as contacté Fabrice Marcella, par exemple. Exactement, parce que oui, tout à fait. Qui était mon tout premier invité. Et Fabrice est très demandeur de ça, de nouvelles connexions, de projets, de collaborations. Donc, tu vois, je t'ai parlé aussi de mon cousin Paolo Del Vecchio qui est venu dans mon podcast. Il faut que tu donnes ses coordonnées parce que, pareil, ça va être intéressé par... un projet super, enfin, c'est plus qu'un projet parce qu'il est sorti et depuis quelques années déjà. Squadra Diaspora. Donc, voilà. J'aime beaucoup ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ton objectif avec le cercle. Beaucoup de chefs d'entreprise qui sont, donc, du coup, des mécènes, sont intéressés par un réseau italien de chefs d'entreprise, mais qui ont la fibre, parce qu'il y a ceux qui pensent que boulot, et du coup, on ne peut pas avoir ce contact qu'on a quand on parle de nos racines et de nos souvenirs, parce qu'en fait, c'est les souvenirs qui nous ramènent à nos racines, souvent. Et donc, l'intérêt, c'est ça. Et donc, j'ai fait le 22 février une grande soirée mécène à Choisy-le-Roi, puisque l'ancienne gare a été reprise par un Rital. C'est le cas de dire, il s'appelle Martini, pour te dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Et il en a fait un lieu de rencontre. Il y a super. C'est des salles. Nous, on a fait notre grande soirée. Donc, tu avais le fronton qui était illuminé vert, blanc, rouge. Donc, les gens voyaient ce qui se passait de loin. Et si vous allez sur le Cercle Léonard de Vinci, sur le site, la première vidéo, vous allez voir, c'est donc la soirée qui s'est passée là-bas. Donc, notre Calabré sponsor, les Délices d'Italie, qui offre à chaque fois... Le buffet, c'est extraordinaire. Il fait un truc de fou, quoi. C'est un fou, lui aussi. Et donc, la soirée, donc, elle est visible sur le site. Et il y avait donc que des mécènes et comité de soutien, c'est-à-dire des parlementaires, donc des sénateurs, des députés, le président du département, etc. Donc, des gens qui ont la fibre. Forcément, pour venir, il faut avoir la fibre. Et donc tu parlais des soirées, il y avait des soirées à thème. Non, les soirées à thème, on fait des concerts caritatifs. On a fait 2 concerts caritatifs pour les enfants atteints d'autisme. Donc on a fait un concert au château à la Queue-en-Brie et un concert au conservatoire de Saint-Maur. 60 musiciens, musique de film italien, donc c'était génial. Magnifique. On n'a pas parlé de foot. Oui, parce que j'étais longtemps plutôt branché fan. Rugby, peut-être. Ouais, t'as tout compris. Parce que je t'ai envoyé donc les exploits de la pépite italienne Angelo Capozzo, qui est parti à Toulouse. Et donc, effectivement, je suis né en fait dans un pays de rugby. Et donc, je regardais le foot avec mon père, mais moi, j'allais jouer au rugby. Ouais. J'ai peu joué au foot. Et ton père, il était très foot. Ouais, mon père était foot. Et je parle même pas ma tante. Squadra Azzurra ou plutôt équipe totalement. de France. Non, il était Squadra Azzurra et je parle pas de ma tante et de mon oncle qui était à Saint-Raph quand on allait en Italie, on s'arrêtait chez eux. Ouais. Mais quand je me rappelle la perte contre le Brésil, et ils prenaient les chaussures, ils jetaient sur la télévision, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Comme on les aime, tu sais, dans les histoires. Et toi, du coup, aujourd'hui, équipe de France de rugby ou plutôt l'équipe italienne ? L'équipe de France de rugby, quand on joue contre les Anglais, machin. Par contre, France-Italie, alors, je fais comme notre ami Fabrice. Fabrice.
me pose pas la question. Mais en fait, quand je leur dis, mais je prends l'équipe d'Italie, l'équipe de France est très forte, donc elle n'a pas besoin d'avoir un supporter de plus. Ouais. L'équipe d'Italie, ils se découvrent, ils ont pas gagné énormément de matchs. Donc plus ils gagneront de matchs, et plus il y aura de jeunes qui seront intéressés et qui viendront. Donc, oui. C'est étonnant, c'est étonnant. La région dont sont originaires mes parents, les Pouilles, ça joue pas du tout au rugby. Mais pas du tout. Ah, c'est dans le Nord. Mais tu sais que le rugby... Et donc pour moi, c'est très étonnant, quoi. Le rugby et l'Italie, c'est des choses... mais il y a une chose que peu savent, que j'ai découvert par hasard, c'est que Benito Mussolini avait fait du rugby le sport du fascisme. Okay. Extraordinaire. Donc on le retrouve dans le Nord. Et pourquoi il avait choisi ce sport Parce que c'était viril. Ouais. C'était un sport viril. Des valeurs de combat. J'ai découvert ça. Donc c'est pour ça qu'il y a dans les villes, tu regardes, alors je vais pas dire qu'ils étaient tous fascistes, mais les grandes équipes, c'est Trévise, Parme, toutes ces grandes équipes de rugby sont là-haut. Ok, étonnant. Bon, Jean-Raphaël, est-ce que tu as d'autres projets avec le Cercle? On a parlé d'événements, on a parlé des dîners, on a parlé du prix littéraire, de la Stèle évidemment, qui doit pas mal t'occuper. En ce moment, 100%. Il y a combien de personnes d'ailleurs qui collaborent au sein de l'association? Alors moi j'ai changé les statuts quand on a dû faire des modifications pour lancer la collecte. Les services financiers nous ont demandé de nous ajuster, donc on a fait des modifications dans les statuts et j'en ai profité pour dire que tous ceux qui avaient payé une cotisation devenaient membres à vie du Cercle. D'accord. Du coup, on a une différence entre les membres et les adhérents qui, il y a une année sur 2 ou 3 ou tous les ans, cotisent. Et donc, tu es toujours membre du Cercle, en fait. Et on a dépassé les 650. Là, je n'ai pas pu m'en occuper parce qu'il y a plein qui rentrent, qui adhèrent. Je n'ai pas le temps de m'occuper, de leur envoyer la carte, parce qu'il y a une carte qui est automatique, mais j'en fais une plus personnalisée, tu vois. Ouais, avant, je les appelais tous, mais c'est compliqué maintenant. Ouais, 650 cartes à envoyer. Donc, on m'en a réclamé, tu vois. Mais donc, je les envoie, mais on est à plus de 650. Et quand tu es adhérent du Cercle, il se passe quoi? Alors, on partage les événements des autres associations partenaires. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que... Oui, il y a un enjeu de fédérer un peu toutes les initiatives. C'est le but. Ouais. Et donc, c'est ce qui a plu à la nouvelle consul générale, d'ailleurs, parce que c'est un peu le rôle qu'ils ont de fédérer. Sauf que moi, je le fais en tant qu'association, autour d'un projet. Donc, j'amène le projet et les associations. Si tu vas sur le site du Cercle Léonard de Vinci, dans la rubrique Monuments, il y a une sous-rubrique qui s'appelle Nos soutiens. Et tu verras donc tous les présidents d'associations qui nous ont rejoints pour le projet. Parce qu'en dehors du fait qu'ils font des événements, certains ont beaucoup pâti du Covid, forcément. Nous, c'est le contraire. Chaque année, en plein Covid, on prend 100 adhérents de plus, tu vois. Et comment tu l'expliques, ça? Parce que en 2019, on faisait un événement par mois. Donc, c'était énorme. Et on faisait des grands événements. Un mois d'exposition au château des Tourelles, au Plessis-Trévise, concert au château des Marmousets, enfin, et des trucs de prestige. Ce qui fait que quand on fait nos événements littéraires, tu vois, c'est les 3 fois où on a pu le faire, c'était donc l'Assemblée et 2 fois au Sénat. Serena et Juliane, justement, est tombée l'année où on était fermé complètement. Et c'est pour ça que cette année, donc, je vais recevoir les lauréats de 2020. D'accord. Okay. C'est pour ça qu'on la verra au Sénat 2020. Donc, donc voyant qu'il n'y avait plus d'événements, ils ont quand même souhaité vous soutenir d'une autre manière. Pendant le confinement, nous, on a lancé la collecte et donc le projet du monument, ce qui fait qu'on était toujours actifs. Ouais, okay. Alors que les autres associations, les dîners, c'est fini, les soirées dansantes, c'est fini, les expos, c'est fini, les concerts, c'est fini. En fait, c'était compliqué. Bon. Ok. Et alors, comment on fait pour être membre du Cercle? Sur le site internet, il y a inscription. C'est simple, site internet, donc le site, on tape Cercle Léonard de Vinci ou en français ou en italien, on tombe dessus. Inscription. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Ouais. Et ensuite, il y a la rubrique Monuments, et là on clique. Donc l'intérêt c'est que... on peut être adhérent sans forcément donner pour le monument. Exactement. Il y a et vice-versa, il y a plein de gens qui ont donné pour le monument qui n'ont pas envie d'être membres d'une association. Il y en a beaucoup.
Alors, il y en a plein qui marquent je désire rentrer au cercle. Je ne peux pas leur faire à chaque fois. Donc, je fais un envoi. Là, c'est en fin d'année. On va envoyer un lien pour les gens qui ont toujours envie s'inscrivent. Mais l'intérêt, c'est pas de leur demander d'être adhérents forcément pour pouvoir suivre nos projets, nos événements. Et on partage les événements des autres associations, ce qui fait qu'ils ont le choix. Ils peuvent aller... là, il y a une petite association, Magny-le-Hongre, je crois, qui fait une petite... c'est ce week-end, je crois. Eh bien, on partage. On partage avec les autres associations, et c'est le but. Donc voilà, chers auditeurs, si vous voulez faire partie du cercle, allez-y, cliquez sur le petit lien. De Vinci. Et ce que je vais demander, et je vais en profiter pour demander, c'est que s'ils ont des chefs d'entreprise qui veulent associer le nom de leur entreprise, alors bien sûr, il faut qu'ils aient la sensibilité, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'ils soient attachés à ses racines, qu'ils soient sensibles au projet, et du coup, s'il veut associer le nom de son entreprise au monument, puisqu'ils auront donc le nom de leur entreprise sur une stèle dédiée. À ce moment-là, ils nous contactent et les chefs d'entreprise, je les rencontre, puisque les dons des entreprises, ça va de 3 000 à plus de... C'est simple, je donne un chiffre. Oui, à l'infini. Mais à partir de 50 000 €, il y a 4 arbres. À partir de 50 000 €, l'arbre porte le nom de la famille. Et donc aujourd'hui, je peux dire qu'il n'en reste que 3. On a compris le message et ça va partir vite. Je l'espère en tout cas, grâce à cet épisode de Tomate Mozza. Jean-Raphaël, merci beaucoup pour cette quasiment petite heure, passée ensemble. C'est vraiment très chouette. Bravo pour cette initiative. Moi personnellement, je vais y adhérer. Je vais te soutenir aussi parce que je trouve que c'est un super projet. Et effectivement, c'est un peu ce que je dis toujours dans ce podcast, même si nous, les immigrés italiens de première, deuxième ou troisième génération, c'est pas parce qu'on fait pas trop de bruit qu'il faut pas en parler. Il faut pas se rappeler que quitter son pays, ça reste quelque chose de douloureux, qu'on vienne de très loin ou juste qu'on ait les Alpes à traverser. Donc c'est important qu'il y ait que la mémoire finalement fasse son œuvre et qu'elle soit un peu qu'elle se perpétue au travers d'initiatives comme la tienne. Donc un grand bravo, et on est complètement alignés, je crois, sur les valeurs et sur l'émission. Et tous tes invités peuvent venir au cercle parce qu'ils ont tous le profil. Et je les encourage tous à venir te rejoindre et nous rejoindre au cercle d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Raphaël. Merci à toi. À très bientôt. Ouais. Et nous on se voit le 2 décembre. 2 décembre au Sénat. C'est chic de dire ça. Ouais. Et le buffet sera costaud. Je mets ma queue de pie ou non ? Tu mets ce que tu veux. Ok, ça marche. Salut Jean-Raphaël. Salut.